Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 1er décembre 2024. Bienvenue tout le monde à l'émission et à ce dernier mois de l'année 2024. On espère que ça va finir en grand. Certainement, cette fin de saison dans la NFL promet de l'être, ça c'est sûr. À suivre maintenant pour ce qui est des autres équipes. Certainement pas le Canadien de Montréal, mais bon. On va en reparler à l'émission un petit peu plus tard aujourd'hui. Bien sûr, accompagné de Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget à l'émission. Les boys, comment est-ce qu'on se sent à un mois de la fin de l'année 2024 avant d'officiellement être dans le futur selon la franchise Call of Duty? Je pense que juste cette dernière phrase, je vais pas commenter. Quelle belle référence. J'ai tellement hâte le jour où on va être rendu genre le 28 octobre 2034, ça va être genre le Romano Fafard qui va décoller. 2034. Le countdown est lancé, c'est dans moins de 10 ans, là. Le countdown est lancé, là. On se rapproche certainement plus de la réalité que Black Ops 4. Puis en plus, 2034, tu sais quoi? Ça ne me dérangera pas qu'il y ait une catastrophe naturelle parce que c'est la date limite pour que je paye mes dettes étudiantes. Hey, ce show-là commence fort. Non, mais c'est... sinon, je pourrais juste faire la technique UQAM. Je continue à faire 8 autres bacs comme ça, j'aurais jamais à payer mes dettes. Puis j'ai pas fini l'école, comment tu veux que je rembourse? Et voilà! Voilà. Là, j'espère juste que le recteur de l'UQAM n'écoute pas le podcast en ce moment parce que probablement que tu risques d'avoir des huissiers d'ici la fin de l'épisode. Je confirme que je n'ai pas l'intention de rester si longtemps à l'école. On sait jamais. Mais moi, je suis content. Décembre arrive, il commence enfin à neiger, contrairement à ce qu'on nous promettait comme hiver, puis finalement, c'était comme un automne 3, genre un troisième automne dans l'année. Mais c'est quoi? sais-tu quoi? Non, je vais te dire, je suis content parce qu'il neige en crisse à Buffalo, puis maudit que c'est beau. Non, mais pour ce qui est de la neige au Québec, honnêtement, parle pour toi. Parle pour toi au Saguenay. Félix et moi, ici, dans ce qu'on appelle communément la RMM, la région métropolitaine de Montréal, on a eu des petits flocons par-ci, par-là. Ben, il y a une fois, ben, c'était tout mouillé puis ça tombait à terre. Puis il n'y a rien, ça fondait rendu au sol. Puis là, on a eu, je pense, cette fin de semaine, 3 jours consécutifs où il y a neigé puis il n'y a rien qui a collé. Genre. Non, pas en tout. Rien. La triple menace podcast. De toute façon, météo. Félix n'a probablement pas sorti chez eux parce que là, il est en train de mourir en fin de session, probablement. Ouais. C'est une grosse fin de session qu'on vit en ce moment, Pop. Tu devrais être empathique avec nous. Oh, je suis complètement empathique avec vous autres. Mais moi, je dis que c'est votre choix pareil. Vous avez fait le choix d'aller à l'université. All right, Pop. Alors, commençons sans plus tarder avec ce qui se passe cette semaine dans le monde du football. Puis tu sais quoi? J'ai envie de commencer d'un bon pied. J'ai envie de commencer avec un petit victory lap et d'une célébration pour quelque chose qui m'est très cher au football, puis c'est de voir des joueurs qui parfois semblent dévalorisés, avoir des performances surhumaines, et c'est certainement le cas pour la position du porteur de ballon en 2024. On sait très bien, les gars et les gens à la maison, que la position du porteur de ballon ou running back, bien sûr, en anglais, est une position qui semblait manquer un petit peu de valeur auprès des têtes dirigeantes des formations de la NFL. On s'est dit, on peut avoir relativement le même travail avec un joueur plus jeune qui va coûter moins cher. Et du moment qu'on ait une bonne ligne à l'attaque, on va être en mesure de s'en tirer. C'est quelque chose qui a été le modèle pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, en fin d'année dernière, on s'est dit, mon Dieu, Christian McCaffrey s'apprête à avoir une saison MVP. Bon, la raison qu'il n'est... le fait qu'il ne soit pas corps arrière, les gars, a fait en sorte qu'il n'a ultimement pas remporté le prix, mais au-delà de ça,
on a gardé ça en tête. Et puis, le marché des porteurs de ballon a complètement explosé pendant l'entre-saison. On a plusieurs d'entre eux qui ont changé d'équipe et même certains d'entre eux pour des rivaux même de division. Alors, à quoi bon avec, par exemple, Saquon Barkley, Derrick Henry, Josh Jacobs. Oh, les gars. Et, tu sais, on parle de tout ça, puis bien sûr, je pense aussi à Aaron Jones, mais ce sont tous des joueurs qui, en ce moment, ils sont dans le top 10 des meilleurs joueurs à l'attaque au sol. Puis en plus de ça, tu as une attaque dynamique comme celle des Lions de Détroit qui est menée, dis-je bien, par 2 porteurs de ballon. L'attaque des Ravens de Baltimore est menée par 2 porteurs de ballon. Et voilà, on a... C'est même pas moi qui l'a dit, là. C'est incroyable. Et voilà. C'est pas moi qui l'a dit, là. C'est fait. On a rempli notre quota pour la semaine. Hey, merci tout le monde d'avoir participé. Non, mais ça pour dire... En 2024, on sait très bien que l'univers du football semble plus revenir à un modèle traditionnel. Il y a des histoires de la vie qu'on aime un petit peu moins ça. Football, ça en fait peut-être partie. C'est certainement des matchs qui sont moins explosifs, mais où l'attaque au sol prime. Puis, on a une course au MVP qui inclut 2 porteurs de ballon et c'est vraiment fantastique. Puis, je prends juste le temps de dire shout-out à nos porteurs de ballon. Il faudrait instaurer une journée du porteur de ballon. Je suis complètement d'accord. Puis écoute, puis écoute, Nio, moi, je veux juste te poser une question. Tu sais, dans ces 2 porteurs de ballon-là, tu me parles de Saquon Barkley, puis l'autre, je me doute que c'est Derrick Henry. Là. Les autres sont bons, mais c'est clairement les 2 qui sont en avance sur tout le monde. Mais on parle de Derrick Henry. Moi, je vais juste revenir à il y a un an. Nio, t'avais pas parlé un peu de Derrick Henry il y a un an avec un gros méchant mot en W, pas gentil, là. C'est pas toi qui avais dit ça? La mémoire m'échappe un peu, là. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, puis des fois dire que c'est la faute des Titans du Tennessee que Derrick Henry se soit mérité. Derrick Henry a eu une bonne saison l'année passée. Derrick Henry il y a eu un mauvais début de saison. Derrick Henry est incroyable. Puis, tu sais, même si tu regardes en ce moment cette année, c'est sûr que, bon, Tony Pollard n'a pas la saison d'un Derrick Henry, mais n'a pas une mauvaise saison non plus, un autre qui a changé d'équipe. Il est 7e. Il est 7e. Ouais, c'est ça. Puis dans les autres aussi, que je pense que c'est peut-être parce qu'il manquait un peu de temps, Joe Mixon, qui, peut-être que s'il n'avait pas été blessé, serait dans cette course-là avec les autres gars que tu nommes, parce que ce gars-là est dominant match après match. Christian McCaffrey vient juste de revenir au jeu aussi, puis c'est un autre gars qui n'est pas là, même si on connaît l'impact qu'il peut avoir un Christian McCaffrey sur un jeu au sol ou sur l'attaque d'une équipe en général. Fait que oui, clairement, on sent qu'il y a comme une revalorisation de cette équipe-là. Puis c'est drôle parce que je voyais une statistique cette semaine qui parlait de Saquon Barkley, Derrick Henry puis Josh Jacobs, comme quoi, tu sais, les 3 équipes qui ont laissé partir ces gars-là en arrachent beaucoup cette année. Puis les 3 équipes qui ont été les chercher connaissent d'excellentes saisons. Les Eagles, les Ravens, puis les Packers, ça va super bien. Puis on peut même un peu parler de Joe Mixon là-dedans. Écoute, on parle d'Aaron Jones aussi. Tu peux même le rentrer dans cette statistique-là aussi. Là. Tu sais, je pense que les 4 équipes, en ce moment, j'essaie de calculer vite, là, les Vikings, les Packers, les Ravens, puis les Eagles aujourd'hui sont genre 37-12 aujourd'hui. Ouais, ben tu sais, l'affaire avec Aaron Jones, c'est qu'il était quand même dans une bonne équipe avant, mais oui, c'est vrai que ça a aidé les Vikings qui avaient besoin d'un porteur de ballon, d'un vrai porteur de ballon. L'année passée, ça avait été un petit peu plus difficile pour eux à ce niveau-là. Fait que clairement, ça fonctionne. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on parle aussi de Saquon Barkley et tout, comme quoi, comment les Giants sont possiblement pu le laisser partir et tout. Ben oui, c'est une bonne affaire que les Eagles ont fait de le signer, mais en même temps, tu regardes ça, puis je me dis, tu sais quoi, peut-être que les Giants ont quand même pris la bonne décision en le laissant partir parce que le porteur de ballon est extrêmement important dans une attaque, je dirais pas le contraire, mais c'est plus de la finition que le noyau de ton attaque et tout. Puis, tu sais, je vais prendre l'exemple des Giants. Il y avait beaucoup de choses à reconstruire chez les Giants. Payer le gros prix pour un porteur de ballon quand ça t'empêcherait de payer d'autres positions qui, j'ai pas envie de dire, qui sont plus importantes, mais pour ta fondation, qui sont peut-être plus importantes, c'est peut-être à ce niveau-là que ça devenait plus pertinent pour eux de laisser partir Saquon. Évidemment, là, ça
paraît mal parce que ben, c'est quoi, on est tellement dominant à Philadelphie. Mais Tyron Tracy ne fait pas mal non plus avec les Giants en attendant. C'est pas Saquon, évidemment. Puis il n'y a personne qui va me dire que Tyron Tracy dans la course au MVP comme Saquon Barkley l'est en ce moment. Mais c'est peut-être plus cette touche-là de finition qu'un porteur de ballon peut amener. Puis un vrai porteur de ballon élite, il y en a eu tellement sur le marché d'autonomie pendant la dernière saison morte. Puis les Eagles en ont profité, les Ravens en ont profité, les Texans et tout. Fait qu'il y en a plein. Il y en a plein comme ça qui ont aidé leur équipe, l'équipe qui a été les chercher sur le marché de l'autonomie. Il y en a certainement qui vont. C'est de la finition parce que, tu sais, veux pas, t'auras beau avoir Saquon Barkley, Emmitt Smith, Herschel Walker, name it, Barry Sanders. Si t'as pas une ligne à l'attaque qui est vraiment dominante et qui fait le travail, ben, un porteur de ballon ne fait rien. T'sais, on parle beaucoup des receveurs de passe qui souvent qu'on dit ils sont bons parce que leurs carrières sont bons, mais je pense que c'est encore pire qu'un porteur de ballon, des fois, dépend d'une excellente ligne à l'attaque aussi. Si tu n'en as pas, ben tout s'écroule. Tout s'écroule. Puis malheureusement, je pense que c'est ça un peu qu'on voit aussi des Giants. Je pense qu'on n'avait pas ce qu'on. Je pense que la ligne à l'attaque des Giants n'est pas celle des Eagles en ce moment. C'est sûr aussi qu'il non, ça va être intéressant à voir justement comment tout ça, ça va déferler cet été, pendant l'entre-saison, parce que là, on a quand même un petit marché de porteurs de ballon qui s'en vient pendant la saison morte. Aaron Jones qui va retomber à Jean libre quand même parce que c'était un contrat d'une saison. Najee Harris qui aussi arrive à la fin de son contrat et Jalen Warren. Fait que ça va être intéressant de voir du côté des Steelers qu'est-ce que ça va donner avec ça. Mais certainement, les gars, petite valorisation de la position de porteur de ballon, c'est certainement le fun à voir. J'aimerais qu'on revienne d'ailleurs au match de cette semaine. J'ai parlé des Steelers de Pittsburgh. C'est drôle, hein? Je n'étais pas là la semaine dernière, puis c'est un match que les Steelers ont perdu, fait qu'on ignore ça. Quel hasard! Quel hasard! Mio manque une des seules fois dans l'année où est-ce qu'ils perdent, ils se font plus bullshiter que dans l'année. Puis les Titans gagnent. Puis les Titans gagnent. Puis les Titans gagnent contre les Texans. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais je suis de retour à l'occasion d'un match à la saveur du nord de l'américaine entre les Steelers et les Bengals. Et d'ailleurs. Attends. À la saveur du nord de l'américaine, quand les Steelers de Pittsburgh marquent 41 points. 44. C'est beaucoup mieux, ça aide beaucoup ton gars. 44 points. 44 points. Non, attends un petit peu. Okay. Puis, moi, je fais juste dire, puis tout le monde qui mettait Lamar Jackson MVP parce qu'il mettait des stats contre la défense des Bengals. Les Steelers viennent mettre 44 points. Tu vois à quel point ça vaut rien contre les Bengals. Juste avant, OK? J'ai un coup de gueule à faire parce que moi, je me suis dit, parfait, j'ai passé ma matinée, j'ai étudié, j'ai fait des petits travaux, j'ai avancé dans mes affaires. Tu sais quoi? Je me suis mérité de regarder un bon match de football à la télévision des Steelers de Pittsburgh. Je vais voir le réseau des sports. Ce n'est pas les Steelers qui jouent. Je vais voir TSN, ce n'est pas les Steelers qui jouent. Je vais voir CTV, ce n'est pas les Steelers qui jouent. Je vais voir CBS, mon dernier espoir. Ce sont les Colts et les Patriots. Je pense devant. En même temps, c'est peut-être plus agréable à regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va leur dire? Est-ce qu'il y en a qui savent que Peyton Manning et Tom Brady ne jouent plus pour les Colts et les Patriots? Y a-t-il quelqu'un qui va me dire dans quel monde est-ce que Anthony Richardson contre Drake May passe en avant de Russell Wilson, de TJ Watt, de George Pickens contre Joe Burrow, Jamar Chase et T. Higgins? Non, mais écoute Russell Wilson. Moi, je vais aller à la défense parce que moi, je vais te demander, Mio, pour commencer. Le match RDS, c'était quoi la game à honneur cet après-midi? C'était les Falcons. Et voilà. Ouais, les Falcons, il y a l'aspect Mathieu Bergeron. Tu n'as aucune chance de gagner contre. Les Steelers n'avaient aucune chance de passer contre les Falcons au match d'honneur. Les Falcons étaient le fun à voir jusqu'à la semaine 6. Ouais. Je comprends. Mais tu sais, c'est la même raison pourquoi il y avait tout le temps les Chiefs semaine après semaine, parce que Laurent Duvernay-Tardy était là. Ouais, mais au moins, il gagnait. Au moins, c'était comme les Chiefs. C'était les Chiefs. Ouais. Mais tu sais, CBS en même temps. En tout cas, ça, c'est mon observation personnelle. Là. Je fais juste théoriser et spéculer là-dessus. Mais il y a beaucoup d'équipes de l'Est de l'américaine qui jouent à CBS à 1 heure. Tu sais,
Je pense que c'est le réseau. Là. Je pense que c'est Kevin Harlan qui commence ces matchs-là. Souvent, c'est souvent le genre des matchs que, genre, justement, les Pats, les Dolphins, les Jets sont impliqués un peu. Fait que, tu sais, je pense pas. Tu sais, je pense que c'était. Pas que c'était déterminé d'avance, mais tu sais, je pense que les Steelers avaient. Si tu voulais faire une guerre contre ça aujourd'hui, je pense que tu perds ton temps un peu cher. Je vais partir en guerre s'il faut. Toujours est-il, un match, oui, j'ai dit à saveur du nord de l'américaine, mais pas nécessairement dans la manière que ça a été joué parce que c'était, les gars, un gun show de A à Z. Que dire de cette première demi, en fait, où il y a seulement 3 possessions au grand total qui n'ont pas mené à des points. Que ça s'est terminé 27-21 après 30 minutes de jeu. Puis c'était aussi un match, ce que je disais, au premier quart, Najee Harris, qui sur la première véritable série offensive des Steelers, a eu comme 3-4 jeux de suite de 10-15 verges. Là, tout d'un coup, tu le vois recevoir le ballon, court pour 8 verges, mais il court plus lentement que d'habitude. Ah, fuck, ça y est, il est blessé, c'est terminé. Tu le vois, ses lignes de côté, sur l'oxygène, tout ça. Les gars, il s'est fait questionner en fin de match. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous avez la moindre idée de quelle a été sa réponse? Non. Il a dit... Il a fait un Paul Pierce de lui-même, il s'est chié dans ses shorts. Non, mais il s'est dit... Il a dit aux journalistes, on s'est gâté en fin de semaine pendant l'Action de grâce américaine. Toute la bouffe que la femme de Pat Frymouth a faite, on s'est gâté. Oh non! Shout out Miss Firemouth. Shout out Miss Firemouth. Pas dit en passant. Ouais, de l'incontestable joueur numéro 1 de la base partisane des Steelers. Peu importe où tu vas te retrouver sur la route, tu vas chanter Mouth! Ouais. C'est pas Russell Wilson le grand sauveur de l'équipe? Russell Wilson est en effet le grand sauveur de l'équipe, avec cette performance de 414 verges, deuxième plus haute récolte de verges par la passe en carrière, disons-le. Et ça, c'est un gars qui, l'année dernière et il y a 2 ans, du moins quand il était à Denver, on le disait terminé. Maintenant, ça repose sur les épaules de Sean Payton qui a décidément pas été capable de coacher un corps arrière de la sorte. Mais non, pour de vrai, shout-out. Et on s'est dit, bon, on va garder un petit peu cette constance toute la durée de la rencontre avec Wilson. On ne donnera pas nécessairement de temps à Justin Fields. On l'a amené en fin de match, alors que ça commençait peut-être à chauffer un peu pour les Steelers qui menaient par 6 points seulement. Et on était passé aussi le temps mort de 2 minutes. Puis on a laissé en 3e et 7 un jeu à Justin Fields. Puis honnêtement, shout-out la défensive des Bengals qui a été excellente pour donner des faits saillants tout au long de la saison. C'en est un autre qui ont donné. Tout le monde dans le building, pourtant, aurait pu prédire une course de Justin Fields. La défensive ne l'a pas vu arriver. On a eu le premier jeu, puis c'est comme ça que ça s'est terminé. Alors, avec ça, les gars, les Steelers de Pittsburgh sont désormais 9-3 et conservent la première place dans le nord de l'Américaine, ce qui est maintenant 2 matchs devant les plus proches poursuivants, qui sont les Ravens de Baltimore, qui ont perdu, eux, cet après-midi contre les Eagles de Philadelphie. Puis Pop, la dernière fois que j'étais là, justement, j'ai parlé de ce match Steelers-Ravens, et Justin Tucker qui manque quelques bottées de placement. Que dire cette semaine de Justin Tucker? Man, c'est triste. Je pense que c'est Stéphane Cadorette du Journal de Québec qui tweetait cet après-midi en disant genre « Hey, je suis assez vieux. Je suis assez vieux pour avoir vu Justin Tucker être automatique, peu importe le chose sur le jeu. » Mais écoute, ce match-là entre les Eagles et les Ravens, malgré le TD de garbage time ultime qu'on a vu cette saison pour les Ravens, moi, le Félix, je te regarde, là, c'est quand qu'on commence à respecter les Eagles. Pour vrai, là, je regarde ça, là. Attends. Non, je te regarde. Ouais. Moi, je dis, là, OK, ce qu'ils feront en série, OK, c'est peut-être suspect, je ne le sais pas.
Mais il faut commencer enfin à mettre un respect sur les Eagles de Philadelphie. Ce qu'ils font défensivement avec le jeu au sol, que ce soit Jalen Hurts ou Saquon Barkley, ça peut faire du... Moi, les allégations de touch-push merchant, là... Non, moi, ok, là, non. Moi, moi, j'embarque plus là-dedans. Moi, les Eagles sont vrais. Wow. OK. Oui, les Eagles sont des touch-push merchants. Je continue de penser ça, OK? Parce que Jalen Hurts, regardez ses stats en carrière en tant que passeur. Je m'excuse, ce gars-là n'est pas capable de lancer 2 fois son nombre d'interceptions en touché. Ce gars-là n'a jamais plus... Je pense que là, c'est genre 13 touchés pour 8 interceptions cette année. C'est quelque chose comme ça. C'est vraiment pas bon. Puis Jalen Hurts n'est pas un bon passeur. Jalen Hurts est un très mauvais passeur. Je peux te l'accorder, par exemple. Puis l'autre problème que j'ai avec les Eagles, c'est Nick Sirianni que j'embarque tellement pas, man. J'en reviens pas que ce gars-là est Man, j'aime pas Nick Sirianni puis j'aime pas Jalen Hurts, mais j'aime tout le reste de cette équipe-là. J'adore Saquon Barkley, A.J. Brown, fuck John Robinson. Devontae Smith, j'adore la ligne offensive incroyable, la défense. Vic Fangio fait un travail monstrueux avec cette défense-là. Puis, on avait des Zach Bond. Jason Kelsey qui a pris sa retraite l'année passée. Oui, 100%. Puis en défensive, tu as des Nakobe Dean, des Zach Bond qui ont émergé cette année. Quinion Mitchell, le demi de coin qui recrue, qui est complètement dominant. Il fait disparaître le meilleur receveur adverse semaine après semaine. Il y a des éléments de super gens, Black and Chip. Aussi. Il y a beaucoup de gens intéressants dans cette tertiaire-là. Mais, man, j'ai juste hâte de voir est-ce que Jalen Hurts est capable de se lever en tant que passeur? Parce que, tu sais, on parle tout le temps de est-ce que Lamar Jackson va être capable de le faire comme passeur? Moi, je m'excuse, là. Lamar Jackson est 2 fois le passeur que Jalen Hurts est. OK? Puis si on critique Lamar Jackson pour ça, ben je m'excuse, mais il faut critiquer Jalen Hurts pour les mêmes raisons. Le touch-push fonctionne. Le touch-push fonctionne. Oui, il fonctionne. Puis la défense est excellente. La défense te donne une chance de gagner à tous les matchs. On a neutralisé l'attaque des Ravens aujourd'hui qui n'a vraiment pas fait grand-chose. Tu as dit le toucher alors qu'il ne servait à rien. Là. Au total, je pense que c'est 13 points. À part le toucher, c'est 13 points au total qu'on a vraiment concédé en excluant ce toucher-là en fin de match. C'est du solide travail contre l'attaque des Ravens qui, on le voit semaine après semaine, est tellement dévastatrice. Moi, je m'excuse, mais oui, il faut prendre les Eagles au sérieux. La question maintenant, c'est est-ce que Jalen Hurts va être capable de le faire quand ça compte? Parce que est-ce qu'ils vont être capables de jouer du football de rattrapage? Moi, c'est ce que je veux voir les Eagles. Là, les gars, relaxez un peu parce que on approche la fin de saison, puis on sait comment était la fin de saison des Eagles l'année dernière. Fait qu'on sait même pas si on est au pic de ce qu'on peut avoir. Il y a un an, les Eagles, on regardait cette défense-là, puis on se dit c'est la pire défense qu'on a jamais vue. On regarde la défense des Eagles en ce moment, puis on se dit sérieusement qui marque des points contre cette défense-là. C'est ça la grosse différence. Vic Fangio a complètement changé cette défense-là à Philadelphie. Puis on a amené des gars qui font une différence. Je parlais de Zach Bond, de Quinion Mitchell, puis la ligne défensive, la jeune ligne défensive qui s'améliore de semaine en semaine. Là, on a vu aujourd'hui Nolan Smith faire un sac du corps, un jeune qu'on a repêché l'année dernière qui commence à émerger. Jalen Carter qui devient une brute dans le centre de cette ligne défensive-là. On a des bons chasseurs de corps qui sont plus en rotation et tout. Puis il y a des joueurs de grande qualité à toutes les positions dans cette défense-là, puis Vic Fangio est capable de tirer le meilleur de chacun de ces gars-là, et c'est ça la grosse différence des Eagles cette année avec les Eagles de l'an passé. C'est assez majeur comme différence. C'est quoi que j'ai vu passer? C'est comme quoi Nick Sirianni est officiellement dans son meltdown era de Britney Spears. Comme quoi c'était la nouvelle affaire sur qui arrive dans la NFL quand il est arrivé jeune, flamboyant. Oh, ouais, je pense que j'ai vu ce TikTok-là aussi. Je sais de quoi exact. Puis là, l'année passée, c'était comme son Baby One More Time era l'année passée. Exact. Là, il commence à recevoir les critiques de ses partisans. Il s'est rasé les cheveux comme Britney Spears, puis il envoie chier ses partisans. Non, ouais. C'est peut-être pour ça. T'aimes pas Britney Spears? Ça va, je tolère Britney Spears. Je suis pas. Arrête. Je viens de voir passer une stat, là, justement. Là, je fais juste un petit retour à Joe Burrow qui trouve le moyen de voir ses coéquipiers le laisser tomber semaine après semaine. Le reste de la NFL est 52 victoires, 1 défaite quand une équipe marque 33 points ou plus. Les Bengals sont 2-4. C'est terrible, man.
Joe Burrow devrait être un candidat au MVP cette Free année. Joe Burrow. Puis on Pour parle vrai, de je lance le hashtag Free Joe Burrow. Il devrait être candidat au MVP cette année, puis on parle de lui dans une équipe qui est même pas proche de faire les séries. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est malgré toute l'aide que Joey Porter Jr. a donné aux Bengals. Ouais. Le gars a pogné 5 pénalités d'interférence contre le receveur et pourtant, ils n'ont pas été capables de gagner. C'est terrible. Pourtant. C'était vraiment horrible. Pourtant. Dans un match que j'aimerais qu'on check un petit peu, les gars, Vikings-Cardinals, quand même un match important dans le portrait des séries de la nationale parce que là, les Vikings ne sont plus cette équipe de début de saison invaincue. On se sont bien rattrapés depuis leurs 2 défaites. On parle quand même de 5 victoires consécutives, mais dans une course quand même avec les Packers pour le 2e rang du nord de la nationale et pas loin derrière les Lions pour tenter, je dis bien tenter, d'avoir ce match de tête. Et les Cardinals qui, eux, essaient désespérément dans cette ouest de la nationale cursed d'essayer de rejoindre peut-être les Seahawks qui ont gagné. Qui ont gagné aujourd'hui. Oui, et ça a tout pris pour battre les Jets. Ça a tout pris. C'est ça, exact. Puis les pauvres Jets en plus. Mais c'est ça, puis les Cardinals qui avaient peut-être une chance d'aller rattraper les Seahawks au classement. Nope. La job avait une défensive à faire. Et la défensive avait une job, puisque la job avait une défensive. Oui, je me parle dans mes mots. Longue journée. Non, mais tu sais, la défensive avait une job, puis c'était d'arrêter Sam Darnold cet après-midi en fin de match. Et non, Sam Darnold a eu une performance clutch, mesdames et messieurs, pour mener son équipe à 10-2 vers en ce début décembre. Qui l'eût cru si on vous a dit ça il y a un an? Mais les Cardinals qui s'inclinent maintenant dans cette course dans l'ouest de la nationale. Maintenant, on se dit où est-ce que ça s'en va maintenant, cette course, maintenant que les Seahawks ont gagné? Écoute, Mio, je vais juste te dire, puis, Félix aussi, les deux, vous me direz, là, les Falcons d'Atlanta mènent leur division à 6 victoires, 6 défaites. Les Packers de Green Bay sont 9-3 et sont 3e dans leur division. Les Seahawks mènent à 7-5 aussi. Hein. C'est pas beaucoup mieux ce qui se passe là. Non, c'est ça. J'allais dire les Seahawks, mais là, j'ai vu les Falcons qui menaient à 6-6 puis les Buccaneers qui sont revenus de l'arrière pour égaliser au sommet de la division. Mais t'es un fan des Packers, tu dis « Hey, c'est-tu? On a le 2/3 de notre saison de jouer. On est 9-3. On est 3e de notre division. » C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Ah non, c'est... Puis, pas de barre, il va y avoir des matchs de division d'ici la fin de l'année. Fait que d'après moi, ça va peut-être un peu comme replacer certaines choses et tout. Puis ça va donner une opportunité aux Packers de remonter, aux Vikings aussi de remonter. Puis les Lions vont devoir se présenter dans ces matchs-là. On a eu peur contre les Bears. Et aux Bears de défendre encore plus. C'est ça. Puis mais les Lions ont eu peur contre les Bears quand même cette semaine. Donc j'ai hâte de voir comment on va répondre parce que c'est les Packers ce jeudi. Ça, c'est Lyon-Packers. Ça va être un énorme match jeudi soir. Là, la question que je me pose maintenant, c'est pour l'ouest de la NFC. Sérieusement, chaque fois que tu penses que tu comprends cette division-là, arriver de bord et tu ne la comprends plus, là, les Seahawks sont premiers. Fouille-moi pourquoi. Cette équipe-là n'est pas capable de jouer un match de football normal. C'était les Jets aujourd'hui, OK? C'était les Jets de New York, une équipe qu'on parle depuis des semaines comme étant profondément dysfonctionnelle et ça a tout pris pour les battre. Pendant ce temps-là, l'Arizona, qui avait l'air d'être la meilleure équipe il y a 2 semaines, vient de perdre 2 matchs de suite contre les Vikings et la semaine passée, c'était les Seahawks. C'était les Seahawks, je pense, oui. Puis là, les Rams, qui pour moi, sur papier, sont la meilleure équipe de cette division-là, sont incapables de gagner un match de façon convaincante aussi. La semaine passée, les Eagles les ont traversés en 2e demi. Puis là, aujourd'hui, on a travaillé fort pour battre les Saints. On a réussi à le faire, mais ça n'a pas été facile. On n'a pas marqué un seul point en première demi contre la défense des Saints. Puis tu as les 49ers qui, moi, je ne crois plus en eux, mais sur papier, ça reste une équipe talentueuse. Puis ça reste une équipe que, si elle gagne ce soir, est à un match de la tête de cette division-là. Fait que sérieusement, je ne peux pas dire qui va gagner parce que je pense que c'est impossible de savoir qui va gagner cette division-là. Je pense que l'équipe en tête pourrait changer à chaque semaine d'ici la fin de l'année. Ça ne me surprendrait même pas.
Parce qu'il reste quoi? Il reste 5 semaines à la saison après celle-là? Ouais, on est semaine 13 aujourd'hui. C'est peut-être que la semaine prochaine, ça va être. Je dis ça, n'importe quoi. Là, tu vois, c'est les Seahawks qui sont en ce moment. Peut-être que la semaine prochaine, ça va être les Rams. Peut-être que l'autre semaine d'après, ça va être les Cards. Les 49ers qui vont remonter de nulle part. Les Seahawks qui vont finir par gagner. Tu sais, je serais pas surpris que ce soit une affaire complètement folle de même dans cette division-là. Chaque fois que tu penses que tu comprends, à rever de bord, puis c'est. En moment donné, il va y avoir une équipe qui va sortir de là un petit peu par miracle. On va dire, ah bon, alright, tant mieux. Fait que prenez une place en série puis allez vous faire ramasser en première ronde par je sais pas qui va les ramasser en première ronde. Là. Probablement les Vikings ou les Packers qui vont être pognés à jouer un match de wildcard, même s'ils finissent à genre 13 et 4, là, n'importe quoi. Assieds à tes commentaires, il y a 2 semaines, ce sera clairement pas les 49ers, toi qui Non, et non, j'y crois pas. Le chauffeur du wagon contre les 49ers. Certainement, le gagnant de cette division pourrait se décider par un 25 cents qu'on pourrait juste flipper, puis that's it. Les gars, on a eu droit à du football ce jeudi et ce vendredi à l'occasion de l'Action de grâce américaine. Et l'un de ces matchs, on s'est dit, bon, finalement, du football, de l'Action de grâce qui met en vedette les Lions. Puis, tu sais quoi? On a hâte de voir les Lions jouer ce match-là. Finalement, les Lions qui mènent par une bonne marge pendant une grande majorité de la rencontre, quelque chose de dominant de leur part. Et puis là, tu vois les Bears qui, tranquillement, pas vite, commencent à remonter la pente. On est à un touché de remporter le match. On est à 23-20 en fin de match. Avec un temps mort, Caleb Williams qui mène les Bears en territoire des Lions. Et au lieu de, je sais pas, peut-être prendre un temps mort, peut-être prendre une meilleure sélection de jeu, au minimum, pouvoir ramener les deux équipes à égalité, ben, il laisse le temps couler, il lance une passe, et la passe n'est pas convertie. Ce qui fait qu'on se retrouve maintenant dans une défaite des Bears avec un temps mort encore en main. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et puis après ça, tu as Matt Eberflus, okay, qui en conférence d'après-match, j'ai oublié qu'on avait un temps mort. Oupsie. On a bien géré ça. C'est pas la première fois que Matt Eberflus a un petit brain fart de la sorte cette saison. La première fois, OK, c'est correct. Deuxième, troisième, Matt Eberflus, c'est ta 3e saison à titre d'entraîneur-chef chez les Bears de Chicago. Vous êtes présentement 4-8. Il y a des gens qui, en début de saison, grâce bien sûr à Caleb Williams et à un alignement qui devait être pas trop pire alentour de lui, ont mis des espoirs pour être entraîneur-chef de l'année dans la NFL. Et tu nous donnes un stinker comme ça, tu es renvoyé. C'est la meilleure réponse, je pense, qu'on aurait pu donner comme onde de choc. On a tenté d'établir quelque chose de solide avec cet entraîneur-chef-là. Voici ce qui en ressort de l'incompétence, comme j'ai rarement vu. Dans toute leur histoire, les Bears n'avaient jamais congédié un entraîneur en plein milieu de la saison. C'est la toute première fois de leur histoire qu'on fait ça. Ça montre à quel point on était tanné. Puis, écoute, la fameuse séquence du temps qui coule pendant 30 secondes puis que personne ne fait rien, oui, on peut blâmer Caleb Williams pour ça. Puis Caleb Williams mérite sa part du blâme, juste à être clair. Il fallait qu'il reconnaisse la situation de jeu, il fallait qu'il reconnaisse qu'il fallait snapper le ballon beaucoup plus rapidement, faire 20 000 ajustements à la ligne de mêlée. Fallait pas faire tout ça. C'était clairement problématique. Le problème, par exemple, c'est que Matt Eberflus, l'entraîneur de l'équipe, remarque la situation, remarque que clairement Caleb Williams n'est pas conscient que le temps coule, qu'il va manquer de temps et tout. Je m'excuse, mais la job de l'entraîneur dans ce cas-là, c'est de réaliser ce qui est en train de se passer, de prendre contrôle de la situation, prendre un temps d'arrêt. Tu sais quoi? Peut-être qu'au pire, tu as brûlé 15 secondes, il n'y a pas eu le temps d'appeler un jeu, mais tu prends ton temps d'arrêt, mais il t'en reste 10, tu as le temps de faire un jeu, essayer une passe, puis dans le pire des cas, faire un placement pour égaler le match. Mais là, tu laisses le temps couler, puis tu fais rien, puis c'est, là, Caleb essaye une passe incomplète, puis c'est... Les Bears étaient à la ligne de 25 des Lions, tiraient de l'arrière par 3, il restait 45 secondes et on avait un temps mort. On a perdu parce qu'on a manqué de temps. C'est inacceptable de perdre un match comme ça. Fait qu'il fallait clairement envoyer un message que les choses allaient devoir changer. Je pense que tout le monde se doutait que Matt Eberflus ne serait pas de retour l'an prochain.
de voir les Bears congédier un entraîneur en pleine mi-saison, ça envoie un message assez fort de ce qu'on ressentait par rapport à Matty Eberflus. Là, la question maintenant, c'est qui va le remplacer. Thomas Brown qui était entraîneur, je pense, du jeu par la passe, quelque chose comme ça, tu sais, qui avait un job d'adjoint au coordinateur offensif il y a 3 semaines, qui se ramasse entraîneur-chef par intérim. Ça a été extrêmement rapide comme changement. Qui va donc assumer ce rôle-là. Mais tu regardes l'an prochain, tu dis là, tu as Caleb Williams, donne-y un vrai entraîneur offensif pour l'aider. Puis, ben, ça tombe bien parce que jeudi, tu jouais contre les Lions, tu jouais contre Ben Johnson, le coordinateur offensif de l'équipe, qui est vu comme le nom de la prochaine vague d'entraîneurs qui vont être embauchés. Si ça t'a pas donné un petit wake-up call de il a donné tout l'argent qu'il veut, puis il faut que tu l'amènes, puis il faut que tu donnes cette ressource-là à Caleb Williams. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend de plus. L'autre candidat que je vois, c'est peut-être Cliff Kingsbury, qui est coordinateur offensif à Washington, fait du beau travail là-bas et qui a dirigé Caleb Williams au niveau collégial. Peut-être que c'est une façon de recréer une chimie, parce que là, clairement, ça ne marchait pas. Tu sais, Caleb Williams joue vraiment bien depuis 2-3 semaines, mais les Bears se font couler par des décisions complètement stupides. À un moment donné, il faut que tu penses à ton carrière, il faut que tu penses à quelqu'un qui va être capable de te gagner des matchs. C'est aussi simple que ça. Par-dessus tout, OK, il y a 6 semaines de ça, j'ai dit que les Bears étaient 4-8. J'ai dû revérifier pour être certain que c'était bien ça. Parce que je me rappelle, semaine 6, on était ici puis on s'est dit « Hey, regardez-moi le nord de la nationale. Ouais. Les Bears sont 2e à égalité avec les autres équipes à 4-2. C'est 6 défaites consécutives. » C'est terrible. C'est terrible. Puis c'est... Oui, les Bears, c'est la première fois qu'ils congédient un coach en plein milieu de... Mais on peut même pas dire en milieu de saison. On est rendu aux 2 tiers de la saison. Là. Il reste 5 matchs. En plein saison. Il reste 5 matchs. Là, on peut même pas dire en milieu de saison, on est rendu aux 2 tiers. Mais là, ce qu'on observe, c'est qu'on répète encore les mêmes patterns qui ont coulé tant et tant et tant de corps arrière chez les Bears de Chicago. Ça fait toujours genre... On amène un nouveau directeur général, qui amène un nouveau coach, puis qui repêche un nouveau carrière au draft. Là, on congédie le coach, on continue avec l'autre carrière, mais là, on va renvoyer le directeur général, qui va amener un nouveau coach, qui va amener un nouveau carrière au repêchage. Tu sais, John Fox, Matt Nagy, Matt Eberflus, c'est Mitch Trubisky, Justin Fields puis Caleb Williams. C'est la même affaire. Les patterns sont les mêmes. Attends, j'ai-tu entendu le nom de 2 légendes des Steelers? Oui! Oui, ben oui. Puis la bonne nouvelle pour toi, Nino, c'est que Caleb Williams... félicitations, dans 4 ans, tu es un membre des Steelers de Pittsburgh. Dans 4 ans. Ouais. Ouais. Selon le pattern, c'est ça. Bon, j'espère que ça va être Justin Fields quand ça sera terminé avec Russell Wilson. Mais regarde, en ce moment, j'apprécie mon temps avec Russell Wilson finalement. Hey, on parle de carrière, les gars. On parlait aussi des Giants il n'y a pas si longtemps de ça. Certains diront finalement, c'est terminé. Daniel Jones à New York, le protégé, l'élu, comment on pourrait dire ça? L'élu du clan Manning, non officiel, le protégé qui, grâce à eux, s'est retrouvé à être un si haut choix au repêchage, qui a fait froncer les sourcils de ben du monde. Puis on peut se dire, est-ce qu'on avait raison? Regardez à quel point ça a été un stinker tout son temps à New York. Et puis là, cette saison, je parlais des Giants il n'y a pas si longtemps de ça, à quel point on avait établi le nouveau barème de médiocrité. C'était plus les Panthers, c'était les Giants de New York. Et puis, c'est terminé pour Daniel Jones. Juste comme ça. Monsieur, 40 millions de dollars par saison. Juste comme ça. Terminé. Puis tu dis, mais on est de retour exactement là où on était quand on l'a repêché. Sans Saquon Barkley. Exact. C'est ça, on n'a pas Saquon Barkley. Sans Saquon Barkley. Écoute, moi, je fais juste dire les Vikings du Minnesota, futurs champions du Super Bowl. Moi, je fais juste dire ça. Daniel Jones va mener les Vikings du Minnesota au Super Bowl. Et je me dis en même temps, écoute,
sur le practice squad, c'est correct, blablabla, blablabla. Mais moi, ce que je vais juste retenir de cette chose-là, c'est Tom Brady qui arrive en plein... C'est quoi, Thursday Night Football? Man. Genre, Non, c'était au Thanksgiving. C'était au Thanksgiving, commence à bâcher. OK, je pousse la joke vraiment loin du gars qui va protéger Daniel Jones, mais objectivement, on peut avoir toutes les raisons de bash Daniel Jones, etc. Là, tu as Tom Brady qui décide en plein broadcast de dire « moi, j'aurais jamais demandé d'être libéré en plein milieu de saison. Moi, j'ai beaucoup trop de respect pour mes coéquipiers. » Ta gueule! T'es à la retraite, va-t'en, t'es même pas bon analyste en plus, au salaire que tu fais. Ta gueule! Si Tom Brady, s'il avait fait la même chose de Tom Brady aurait été le premier à demander de sacrer son camp. C'est aussi simple que ça. Tom Brady qui est toujours le meilleur gagnant, mais qui est le pire mauvais perdant de l'histoire de la NFL. Alors, quand il gagne, il va serrer la main de ses adversaires. Mais à la minute que son équipe se fait blow-out, Chris qui s'en va se cacher dans le vestiaire, puis oh non, moi, je ne serre pas la main de mes adversaires. C'était l'occasion pour Tom Brady d'avoir un petit peu de brasse camarade avec le clan Manning en 2024 sans que ce soit directement sur le terrain de football. Ça, vu de même, OK, c'est correct. Vu de même, je peux comprendre un peu, mais fuck Tom Brady. C'est juste ça que j'ai à dire. Pour citer un célèbre vidéo de Side Talk and White, c'est fuck Tom Brady. Somme toute, mesdames et messieurs, j'espère au moins que vous aurez eu aussi apprécié ce match du dimanche soir enneigé entre les Bills de Buffalo et les 49ers de San Francisco. Paysage paradisiaque. Belle température. Vraiment très belle température. Je ne sais pas si je dirais paradisiaque quand même. Là. On est quand même loin de l'image de paradisiaque qu'on a en tête. Non, mais c'est un désert de neige. Oui. C'est beau, j'adore ça. J'adore les matchs de neige. Oui, c'est jusqu'à ce qu'il faut que tu te déplaces. Imagine être parti dans la dame pour aller à tes sièges. Il faut que tu tasses de la neige, du passage. Ça pour ouais, mais c'est ça. Mais ça, ouais, mais tu vois, je fais un petit aparté là. C'est ça que je trouve un petit peu plate des dômes. C'est qu'il y a de plus en plus de dômes, puis je comprends les propriétaires qui veulent pas perdre de l'argent. Puis regarde les Bills qu'il a fallu qu'ils embauchent des bénévoles qui payaient quand même pour enlever la neige puis tout, puis de pelleter de la neige puis tout. Puis mais c'est le fun du football de neige, man. C'est tellement le match des Steelers des Browns qui était le premier cette année, puis sérieux, regarde ce qui se passe sur le terrain ce soir-là. C'est-tu pas magnifique, la neige, puis man, j'adore ça. Un an perdu alors que plusieurs équipes... Les propriétaires qui disent « on ne perdra pas d'argent, on va construire un dôme », jusqu'à ce qu'il y ait énormément de neige sur le dôme, puis que le toit s'écroule, puis tu es obligé de construire un nouveau stade. Là, par exemple, ils font plus des économies. Ça, c'est sûr. Imagine, avec les Alouettes au stade olympique. Avec le toit du stade olympique qui s'écroule à l'occasion de la 120e Coupe Grey l'année prochaine, style. C'est pas assez le fun. On l'aura eu notre stade, payé avec les taxes. Ouais. On l'aura eu. Les gars, passons au basketball. J'ai envie d'amener un petit exercice pour les gens à la maison qui suivent un peu moins le basketball. Petit segment du style finance, parce que dans la NBA, ça fonctionne souvent par tendance, ça fonctionne par mouvance, ça fonctionne vraiment un peu comme un marché, si on veut, comme un marché boursier. Okay? Puis j'ai pour vous cette semaine 3 équipes à surveiller pour une tendance à la hausse, ainsi que 3 équipes pour une tendance à la baisse. Alors, en dépit de performances récentes et de ce qui pourrait arriver le mois prochain, voici ce qu'on a pour vous. Pour ce qui est des équipes à la hausse, mesdames et messieurs, j'ai 2 équipes de l'Ouest à vous proposer. Une qui a sauté vraiment au classement cette semaine, bien qu'ils aient manqué les services de leurs meilleurs joueurs pendant quelques jours. J'ai nommé les Grizzlies de Memphis, qui sont présentement 14-7, 3e dans l'Ouest. C'est une équipe que peu de gens avaient sur leur radar comme l'une des puissances dans l'Ouest.
bien simple. On semble avoir perdu un petit peu de notre swagger, un petit peu de ce qui faisait des Grizzlies, cette équipe féroce, cette équipe avec de la hargne et finalement cette équipe redoutable. On a réussi à faire virer un petit peu le vent cette saison avec bien sûr le retour de Ja Morant et Desmond Bane ainsi que Jaren Jackson. Mais vous savez quoi les gars, on a aussi du jeune talent dans cette équipe-là avec Zach Edey et Jalen Wells qui font partie des recrues par excellence dans la NBA cette saison. C'est quelque chose que moi je vous dis, c'est une garantie si vous voulez investir dans les Grizzlies. Écoute, podcast de finance, la triple menace, podcast de maths, podcast de finance. En t'entendant, Mio, OK, moi je suis down, on lance une nouvelle crypto-monnaie, la triple menace, on investit dans la NBA. Voilà. Puis en même temps, je me dis, esprit que c'est le fun quand Ja Morant se ramasse pas en prison ou whatever. Tu sais, ça aide un peu une équipe quand Ja Morant... En suspension. OK. Mais tu vois ce que je veux dire, pareil. Quand tu fais pas... On semble oublier qu'il y a juste 2 ans, Memphis était à 2 matchs de terminer au sommet de l'Ouest derrière Denver. Je fais juste dire qu'il y a juste 2 ans de ça. Ouais, mais j'embarque pas. J'aime pas cette équipe-là. Peut-être parce qu'ils ont battu les Timberwolves en série. Peut-être que... Mais dans leur tête, ils ont été trop bons trop vite. Puis écoute, peut-être qu'ils sont meilleurs que je pense. Puis je pense que clairement, je suis biaisé et je le reconnais parce que c'est pas une équipe que... Mais il y a du talent. Il y a du talent, c'est vrai. Il y a du talent à Memphis. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'on va être capable de maintenir ce rythme-là? Et surtout, est-ce que l'équipe va rester en santé? Parce que c'est souvent, il y a quelques... Ces gars-là, les gars de cette équipe-là, on a des problèmes de santé. On a une petite historique à ce niveau-là. Est-ce que Ja Morant va rester en santé? Est-ce que Desmond Bane va rester en santé? Est-ce que Jaren Jackson va rester en santé? J'ai hâte de voir. Mais on a une profondeur quand même chez les Grizzlies cette année qu'on n'avait peut-être pas nécessairement avant. Puis je pense que ça peut aider quand même à donner un petit coussin de sécurité à une équipe qui a eu des problèmes de blessures dans les dernières années quand même. Et quand même, par-dessus tout, Jaren Jackson est le meneur en matière de points marqués chez les Grizzlies et non pas Ja Morant. Ce qui est impressionnant, ce qui est vraiment impressionnant parce que c'est pas un gars qui est particulièrement reconnu pour son attaque. Alors que Ja Morant est reconnu pour quelqu'un qui moi, je veux voir ses splits à la maison ou à l'étranger. Ceux qui savent. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques années, il y avait une controverse, ça venait de Reddit, je pense, comme quoi il y aurait les marqueurs officiels à Memphis étaient plus généreux pour donner des blocs et des vols de ballon, pour créditer plus de vols et de blocs de ballon à Jaren Jackson pour l'aider à gagner le titre de joueur défensif de l'année. Ça avait fait polémique. Les gens avaient été réécouter toutes les matchs, voir ce qui avait été crédité comme un bloc. Puis je pense que même Adam Silver avait dû faire une sortie médiatique pour défendre. Hein? Ouais, il y avait une enquête et tout, puis finalement, il trouvait que tout était correct, là, mais ça avait fait toute une histoire, ça. Définitivement. La deuxième équipe que j'ai pour vous, mesdames et messieurs, on reste dans l'Ouest avec, vous me direz, c'est seulement une fiche de 12-9, mais par rapport aux attentes qu'on se faisait sur cette équipe-là cette saison, vous serez premier à me dire, Mio, t'es malade. Et pourtant, c'est avec une marque de 23 points par match que Norman Powell est le meilleur marqueur de cette équipe, aussi assisté d'un joueur qui commence à gagner en âge, mais dont on n'a pas oublié les talents offensifs que j'ai nommé James Harden. Ils ont pu les services de Paul George qui est parti à Philadelphie et on n'a certainement pas Kawhi Leonard pour une bonne portion de la saison encore. Mesdames et messieurs, les Clippers de Los Angeles sont la deuxième équipe de ce mois de novembre que je vous conseille. Faites attention pendant le mois de décembre, ça pourrait être coûteux. Ouais, ça se peut. Puis j'ai hâte de voir comment on va. Est-ce qu'à un moment donné, on va vraiment commencer à s'ennuyer de Kawhi? Est-ce qu'on va réussir à survivre cette absence-là? Survivre le fait qu'il ne soit pas là et tout. Pour le moment, ça va bien. Est-ce que cette magie-là va tenir? Est-ce que Norman Powell va continuer de marquer des points aussi facilement qu'il le fait depuis le début de l'année? À suivre. Je pense que c'est possible qu'on se maintienne dans la course aux séries. Je ne sais pas si on va être top 6, mais je pense qu'une place dans le play-in, c'est fort possible pour les Clippers. À eux de me le prouver maintenant. Je veux voir les Clippers être capables de continuer à gagner plus de matchs qu'en perdre d'ici le retour de Kawhi. En fait,
en l'absence de Kawhi Leonard. Puis si on est capable de faire ça, si on est capable d'être au-dessus de 500, je pense qu'on va être dans le play-in et même avoir des bonnes chances de sortir du play-in. Donc, tant mieux pour les Clippers. Puis c'est vrai que c'est une belle histoire quand même de les voir garder la tête hors de l'eau en l'absence de Kawhi Leonard. Mais en même temps, ça reste les fucking Clippers. T'sais, ils vont trouver un moyen de les avoir à quelque part. C'est les Clippers. Voyons donc. Ben, par-dessus tout, les gars, James Harden est un joueur défensif. Maintenant, imagine quelqu'un qui était dans le coma en 2017. Il vient de se réveiller. Tu lui dis, James Harden, dans l'année 2024 de notre Seigneur, moyenne presque 2 vols de ballon par match. Impossible. 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 Est-ce qu'on peut ouvrir une enquête sur les marqueurs au match de Clippers? Bonne idée, ouais. Là, les partisans avec leur petit bain, ils doivent avoir l'option ajouter des points. Bonne idée, man. On doit avoir toutes les affaires bizarres. Et mesdames et messieurs, la dernière équipe que j'ai pour vous, équipe à investir votre temps pour ce dernier mois de l'année 2024, on va se transporter dans l'Est et j'ai nommé le jeune Magic d'Orlando qui maintenant sont 3e dans l'Est et on peut aussi saluer le retour de Paolo Banchero, lui qui a manqué quelques semaines en début de saison et une attaque vraiment explosive, une défensive aussi tellement solide qui est menée par Jalen Suggs. Le ciel est la limite pour le Magic. Puis je pense que là, on peut dire qu'ils sont de retour dans l'Est. Ouais. Est-ce que... Écoute, on parle beaucoup de... Je ne sais pas à quel point ça va rentrer en ligne de compte parce qu'il joue 32 minutes à peu près par match. Je ne sais pas s'il va être admissible au trophée. Mais trophée de 6e homme, donnez ça à Franz Wagner immédiatement. Ce gars-là... Il n'est pas partant, Franz Wagner? Hein, quoi? Il n'est pas partant, Franz Wagner? Mais c'est ça que je me dis. Probablement que ce ne sera pas admissible. Mais comment ce gars-là a pris la relève pendant que Paolo Banchero était sur la ligne sur la liste des blessés? Wow! Ouais. Wow! Ouais, oui. Hey, 23,6 points par match, 5 rebonds et demi, quasiment 6 passes, puis c'est supposé être l'option numéro 2 de l'équipe. Paolo Banchero revient et le Magic à full. Moi, j'ai dit revient, mais excusez, je me suis. Ça, pour vrai, Mio, si c'était mon planificateur financier sportif, je te dirais, j'investis sur le Magic d'Orlando. Mettons, J'ai dit, entre les trois, je mets Orlando sur là que tu m'as proposé. Tant mieux, mais je veux juste set le record straight. J'ai mentionné Banchero de retour. Moi, c'est pas tout de suite. Là. Je me suis un peu laissé aller dans mes mots, mais non, il n'est pas de retour. Là. Mais ce sera pas très long encore. Je pense que c'est peut-être une semaine ou deux. Exact. Exact. Félix, est-ce que tu achètes comme pop? Le Magic, j'aime ça. Les Clippers, j'ai des petits doutes encore. Le Magic, surtout que l'Est est tellement ordinaire, man. Il y a des places à prendre dans l'Est en série. Autant l'Ouest, c'est hyper compétitif. Il y a des places à prendre dans l'Est. Puis je pense que le Magic a du talent. On a vu Paolo Banchero l'an passé en série qui était vraiment bon. Puis surtout si Franz Wagner émerge vraiment comme cette deuxième option-là de grande qualité. Puis que Jalen Suggs continue d'être le meneur de cette défensive-là. J'ai pas envie de dire qu'ils me font penser aux Timberwolves un peu dans leur mentalité et tout, une défensive tellement solide avec quelques gars qui peuvent marquer presque à volonté, mais je dis pas ça non plus. Je le vois un peu, je trouve qu'on a des éléments qui ressemblent un petit peu, mais j'ai besoin d'en voir encore un petit peu du Magic avant de les placer vraiment comme avec les Cavaliers puis les Celtics, mais je pense qu'en ce moment, tu peux défendre le point qu'ils sont la 3e meilleure équipe dans l'Est, puis c'est tout à fait rationnel parce que les Bucks déçoivent, les 76ers déçoivent, il y a tellement d'équipes qui déçoivent en ce moment que tu te dis pourquoi pas eux? C'est aussi simple que ça, pourquoi pas eux? Moi, je fais juste dire que les Bucks ont gagné leurs 6 derniers matchs, sont revenus au-dessus de 500. Ouais, mais j'y crois quand même pas. J'y crois quand même pas. C'est Doc Rivers. Tant que Doc Rivers est là... Il y a quelque chose qui va arriver. Les gars, on enchaînera maintenant avec les 3 équipes que je dirais, vous savez quoi?
Vous avez encore le temps de vendre vos actions pour ces affaires-là parce qu'en ce moment, on est à la baisse puis ça risque d'être difficile pour les créanciers. Et j'ai 3 équipes de l'Ouest pour vous aujourd'hui. La première d'entre elles, c'est une équipe que beaucoup ont été surpris en début de saison. On s'est dit, ben mon Dieu, ils sont de retour comme dans les bons vieux jours. Est-ce que malgré le départ de Klay Thompson, les Warriors de Golden State vont être en mesure d'être l'une des grandes équipes dans l'Ouest cette saison? Après un départ tout feu, tout flamme de l'équipe de Californie, on est maintenant dans un déficit, dans une suite de 4 matchs consécutifs où on perd. Puis il n'y a plus rien qui va en ce moment à Golden State, puis on ne sait plus qui pointer du doigt, qu'est-ce qui se passe. Pourtant, il y a une si belle symbiose en début de saison, et puis là, tout est en train de leur tomber d'en face. En ce moment, à 12-7, c'est en train de glisser à Golden State. Ouais, puis Steph Curry va devoir être légendaire pour les sortir de là. C'est pourtant, ouais. C'est pourtant ce qui a fait le succès des Warriors en début de saison, c'est que Steph Curry n'avait pas besoin d'être le dieu pour lequel il a été reconnu toute sa carrière. Mais ça va falloir qu'il redevienne. Puis est-ce qu'il peut encore l'être régulièrement pendant une saison complète à son âge? C'est personne qui remet en doute que ce gars-là est encore un top 10, top 15 joueur de la NBA, c'est sûr et certain, mais tu veux pas, il vieillit lui aussi, puis il n'y a plus Klay Thompson, puis il n'y a plus de... Qui va l'aider aussi? Même parce qu'il va avoir des soirées difficiles, qui va l'aider? Je sais pas qui va l'aider à... Jonathan Kuminga? Draymond Green? Kevin Looney? Non, il n'y a pas de... En ce moment, je ne vois pas la deuxième option qui va vraiment aider Steph Curry. Puis je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. Il ne se lève pas. Pas qu'il se lève pas, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Puis dès qu'il n'est pas surhumain, les Warriors sont super ordinaires. C'est aussi simple que ça. Là. Non, définitivement. La deuxième équipe que j'ai pour vous, boys, c'est aussi une équipe de l'Ouest, comme j'ai mentionné plus tôt, qui, il n'y a pas si longtemps de ça, était 3e dans la conférence menée par un trio de vedettes, notamment Kevin Durant, qui est revenu il n'y a pas si longtemps de ça. Et pourtant, on glisse quand même au classement à 11-8. Et j'ai nommé les Suns de Phoenix, qui, comme je dis, ont été l'une des belles surprises du début de calendrier. Et maintenant, on commence à glisser présentement 7e dans l'Ouest. Moi, c'est la défense. Les Suns de Phoenix marquaient 120 points avec Beal, Durant puis Booker, pas de problème. Es-tu capable d'arrêter l'autre bord? Non, exact. Eux autres, ils ont essayé. C'est quoi le truc que j'avais dit quand les Canadiens avaient gagné? Je pense que c'était 7-5 contre les Sabres de Buffalo. Je dis, je pense qu'ils ont compris l'essence de la game de faut juste que tu scores plus que l'autre bord. Les Suns le tentent. C'est juste ils sont comme pires à défendre. C'est ça l'affaire. Ouais, vraiment. La stratégie. En même temps, tu as juste un ballon pour Devin Booker et Kevin Durant. Au final, tu as juste un ballon sur le terrain. Là. Et la troisième équipe, les gars, que j'ai pour vous, le Félix Relax. Oh, je suis prêt à me battre. L'équipe à laquelle vous devriez vendre vos actions, c'est les Timberwolves du Minnesota. Cette équipe j'ai eu l'erreur, je l'admets. J'ai fait l'erreur de les classer parmi les 4 meilleures équipes dans l'Ouest en début de saison. En ce moment, 9-10. On est sous la barre du 500 pour, je tiens à le rappeler, l'équipe qui a terminé littéralement première dans l'Ouest. Première en défensive. Et le plus gros problème cette année, c'est non pas de se battre au classement, mais c'est Rudy Gobert de se battre avec Julius Randle parce qu'on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente pour toute cette équipe-là. Félix, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Écoute, Mio, j'aimerais ça te dire que tu sous-estimes les Timberwolves, qu'ils vont sortir de là, puis... Man, c'est pas regardable. Honnêtement, c'est du basketball qui n'est pas regardable. C'est épouvantable ce que les Timberwolves font en ce moment. On a perdu tout l'ADN qui a fait le succès de cette équipe-là. Puis, bon, oui, je reviens encore à la transaction de Karl Anthony Towns parce que, clairement, il fallait s'attendre à un début de saison un petit peu plus difficile le temps que Julius Randle, Dante DiVincenzo s'acclimatent un peu au reste de l'équipe et tout. Puis ça, c'est normal. Mais c'est 9-10, ça marche pas. 9-10, ça marche pas. Puis, 9-10 me dérange pas. C'est la façon dont on s'est ramassé 9-10.
Tu l'as dit, Julius Randle, Rudy Gobert, ça ne fonctionne pas. Les deux gars ne sont pas capables de se blairer en ce moment. Anthony Edwards l'a dit lui-même. En ce moment, les gars ne sont pas sur la même page. Tout le monde joue pour soi-même au lieu de jouer en équipe, puis ben, ça ne donne pas des bons résultats. C'est assez cru comme façon de le dire, mais c'est d'essayer de craquer des gars parce que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Julius Randle, man, j'aimerais mieux regarder de la peinture séchée que de regarder ce gars-là jouer au basketball. C'est épouvantablement dégueulasse de regarder Julius Randle jouer au basketball. Des fois, il va te faire un 50 points, puis tu vas dire « Arc, arc! » Ce ne sera pas un beau 50 points. Puis Dante DiVincenzo, qui a vraiment pas une bonne saison au Minnesota, pour moi, qui était le gros morceau de cette transaction-là, qui était le gars qui allait amener de la stabilité, t'amener un 15-20 points en sortie de banc ou même comme partant si tu le fais jouer, mais comme si tu le joues comme partant, mais ça marche pas. Il y a une chimie qui marche pas, il y a une cohésion qui marche pas. On continue de demander beaucoup trop de la part de Mike Conley je parlais de l'âge de Steph Curry, Mike Conley qui n'est pas exactement jeune non plus. On y en demande beaucoup trop. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on intègre Rob Dillingham dans la formation. Le gars, on vient de repêcher 7e au total, dernier repêchage, qui est bon, mais encore là, c'est un jeune meneur de jeu. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il fasse tout non plus. À court terme, je ne sais pas c'est quoi la solution au Minnesota, à part peut-être trouver une machine pour revenir dans le temps, arrêter cette transaction-là de l'enfer qui a envoyé Colin Anthony Towns à New York, puis essayer de guérir un peu Jalen McDaniels puis Naz Reid qui sont pas l'ombre d'eux-mêmes. Puis ben même Anthony Edwards, qui est un joueur différent, qui sait plus de 3 points cette année, mais qui est pas meilleur pour autant. Fait que il y a beaucoup de problèmes avec les Timberwolves en ce moment. En ce moment, je pense que le meilleur espoir de l'équipe, c'est d'espérer que la chimie va prendre puis que les éléments les joueurs vont commencer à mieux communiquer ensemble, mais je le sens pas, man. Je ne sens pas ce qui se passe avec cette équipe-là, puis j'ai des doutes. Je pense qu'on va être en série, je pense qu'on va quand même se mettre à gagner quelques matchs et tout, mais retourner en finale de l'Ouest en ce moment, j'y crois pas pour les Timberwolves. J'y crois pas. Tough. Et dans tout ça, les gars, quand même, les équipes à surveiller pour le mois de décembre, bien sûr. Ce sont des tendances, ce sont des observations. Peut-être qu'on va s'en parler dans un mois, puis les Timberwolves vont être à la tête de l'Ouest. Quoique, encore une fois, toute équipe avec Rudy Gobert est destinée à siéger dans les bas-fonds du classement de la NBA. Pour ce qui est des équipes avec la tendance à la hausse, à suivre, mais certainement Félix n'est pas un fan des Grizzlies de Memphis, donc non, ça va être à suivre. Mais certainement, les espoirs sont très hauts pour le Magic d'Orlando, donc ça va être le temps d'acheter avant que ce soit trop tard, puis on vous dise « Ah, t'es juste un bandwagon ». Non. J'ai écouté la triple menace du 1er décembre, je suis encore assez tôt. Les gars, dans toute cette mouvance de la Ligue nationale de hockey, on approche déjà, certains diront, du quart de la saison. On n'est même pas encore proche de la date limite des transactions. Et au Minnesota, on frappe un grand coup en faisant l'acquisition de David Jiricek en provenance des Blue Jackets de Columbus. Puis avant de décortiquer un peu cet échange-là et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour le Wild du Minnesota, c'est drôle, hein, mais c'est un article que je lisais dans la presse, je pense que c'était justement du bon ami Guillaume Lefrançois qui a jasé avec Bill Guérin puis qui dit ben, là, le Wild du Minnesota, on reconstruisait sans avoir nécessairement à tanker. T'sais, on voulait être compétitif, mais il y avait quand même une espèce de reconstruction, un remaniement de cette formation-là, puis tout ça autour de Kirill Kaprizov. Puis regardez où on en est aujourd'hui avec cette formation-là. Kirill Kaprizov qui s'apprête à atteindre le barème des 40 points déjà cette saison. Que dire du travail du Wild cette saison? Puis qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on fait l'acquisition de David Jiricek pour le futur de l'équipe? Mais moi, je peux juste dire qu'enfin, je pense que pour David Jiricek, c'est... je pense que c'est un nouveau départ. Là, on sentait qu'à Columbus, ça allait nulle part. Là, on entendait parler que, genre, dans la Ligue américaine, dans la filiale, c'était genre quasiment le meilleur joueur de l'équipe, mais qu'en haut, on ne voulait même pas le faire jouer. Là, je me dis que Minnesota... On va faire ça très simple. On va être très global. Le futur à Columbus. Ouais. Écoute, pour vrai, les Blue Jackets...
Je pense que je peux même pas me tromper pour dire que c'est carrément la pire équipe de cette ligue-là pour développer des jeunes, sans me tromper. Et pourtant, on est dans une ligue qui a les Rangers de New York dedans. Tu sais, je fais juste dire ça comme ça. Ouais. Je veux dire comme ça. Écoute, si un défenseur droitier que tu repêches 6e au total il y a 2 ans, puis tu dois déjà t'en départir parce que tu n'es pas capable de le faire rentrer, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et là, tu me dis que dans quelques années, ton core four en défensive, ça va être David Jiricek, Brock Faber, Jared Spurgeon, Zeev Bouyoum, pardon, avec t'as Carson Lambos aussi qui est un prospect en défensive. Carson Lambos que j'aime bien aussi, puis t'as Jasper Wallstad qui va s'en venir à quelque part dans les buts. Moi, je fais juste dire, pour le Minnesota, c'est bon pour 3 affaires. De 1, transaction hockey, c'est parfait. Tu sais, je pense que de ce côté-là, je pense qu'on si tu es un partisan du Wild du Minnesota, tu peux être très content de voir un jeune espoir comme ça arriver. Niveau monétaire aussi, c'est quand même assez le fun pour le Wild du Minnesota parce qu'il ne faut pas oublier, cette équipe-là doit encore payer 14 millions de leur cap salarial à Ryan Suter et Zach Parise. Comment tu peux améliorer l'équipe en étant le plus cheap de même? C'est espérer acquérir un espoir qui est encore sous son contrat recru. Fait que déjà là, c'est super bon. Mais moi, le plus important point que je retiens, ça va être un argument pour la table de négociation. Parce que Kirill Kaprizov s'enligne pour une campagne MVP alors qu'il va rester une année de contrat, une année à son contrat rendu le 1er juillet prochain. Si t'es le Wild du Minnesota, il faut que tu sortes les arguments, il faut que tu sortes les initiatives de dire « Hey, cette équipe-là s'en va à quelque part et on n'a pas le choix de t'avoir avec nous autres, sinon on n'est rien. » Il faut absolument prouver à Kirill Kaprizov que ça vaut la peine de re-signer avec les Minnesota à partir du 1er juillet l'année prochaine. Et ça, Bill Guérin, chapeau pour avoir fait ce move-là. Ouais, vas-y, Miou. Puis ça, ce que je veux dire, c'est un travail qui s'est fait au cours de plusieurs années, mais honnêtement, Bill Guérin a tout qu'un résumé pour gagner le directeur général de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Puis c'est une équipe qui aussi est tellement façonnée à l'image de Bill Guérin, j'ai l'impression, du joueur qui a été pendant toute sa carrière. Là. Ouais, puis je me dis en même temps, le Minnesota, c'est aussi le genre d'équipe qui... même si on avait des bonnes saisons, on ne réussit jamais à traverser la 2e ronde. Il y a beaucoup de legacy qu'on doit retravailler du côté du Minnesota. Mais pour vrai, j'ai vu la transaction de David Jiricek. Puis pour une équipe qui n'avait pas tant de leverage que ça, Columbus se ramasse quand même avec un beau petit pactole quand même. Là. Moi, c'est exactement ça mon point. C'est ramasser un choix de première... Oui, évidemment, c'est un choix de première ronde et tout, mais c'est un choix de première ronde, c'est un choix de 2e ronde en 2027. Puis un choix de... c'est-tu 4e en 2027 aussi? Un 3 puis un 4 aussi, plus Damon Hunt dans la transaction. Un joueur et 4 choix de repêchage pour ça. Tu sais, Damon Hunt, c'est pas de shit, c'est un défenseur de profondeur et tout, mais ça va au moins donner quelqu'un pour aider les Blue Jackets dans les médias. La compétition pour Jordan Harris aussi, mais bref, puis surtout avec les Blue Jackets qui pourraient échanger un gars comme Ivan Provorov bientôt. Ça va prendre des gars qui peuvent jouer en défense à Columbus éventuellement. Damon Hunt va pouvoir prendre ces répétitions-là, mais tu regardes aussi, dans la LNH, souvent on parle comme quoi c'est difficile d'avoir des défenseurs droitiers, qu'il y a beaucoup plus de gauchers puis que de droitiers, puis à Montréal, on le voit bien, on a tellement de jeunes défenseurs gauchers, puis à droite, c'est David Reinbacher, Logan Mailloux, Justin Barron, puis après ça, bonne chance. Mais tu regardes au Minnesota, où est-ce que, là, si ça va bien, là, pour les 10-15 prochaines années, là, ton côté droit, ça va être Brock Faber, David Jiricek, Jared Spurgeon qui va vieillir à un moment donné, mais Jared Spurgeon et sinon tu as Carson Lambos aussi. À gauche, tu as Zeev Bouyoum. Il y a tellement de bons jeunes défenseurs dans cette équipe-là. Puis Brock Faber, clairement, on l'a déjà vu le prouver dans la LNH. Les autres, il va encore falloir le prouver, mais man, tu as une super bonne base au Minnesota en ce moment. Puis comme tu disais, ça va être un bon argument pour inciter des gars comme Kaprizov à signer. Puis j'ai envie de dire, à l'attaque, si tu gardes Kaprizov puis que tes autres jeunes peuvent continuer à se développer, t'es vraiment en voiture avec le Wild.
Mais c'est fou, hein, comment tu regardes la contribution offensive du Wild, comment tout tourne autour de Kaprizov, à quel point il est le système à lui seul. Non, cette équipe-là, pas acquérir Kaprizov l'année prochaine ou dans 2 ans, mettons, là, c'est terminé. Cette équipe-là retourne en milieu de peloton, peut-être même dans les bas-fonds. Ce gars-là, c'est la définition même de joueur le plus utile dans le fameux trophée. Tu sais, Mio, on a toujours cette discussion-là. Oh my God, ben oui. Mais tu sais, en même temps aussi, il ne faut pas oublier, on parlait de Zach Parise et Ryan Suter. Cette année, c'est la dernière année que ça va coûter 14 millions. L'année prochaine, les deux ensemble vont coûter 1,6 million. Fait que déjà là, on va quasiment sauver 13 millions. On va pouvoir payer Kirill Kaprizov comme on veut, mais c'est juste de convaincre que le plan Minnesota est quelque chose qui vaut pour signer à long terme. C'est ça l'argument. Non, définitivement, ça va être le fun à voir. Puis, juste un petit shout-out à la LPHF qui lance sa 2e saison. Shout-out à la Victoire de Montréal qui, pour, souhaitons-le, l'une de plusieurs fois, on va pouvoir dire la blague de la victoire remporte la victoire, mesdames et messieurs. Devant une foule à Laval complètement électrisante, vraiment shout-out à l'équipe dans une dog remontée pop. Oh mon Dieu, pour vrai, j'étais à Cage au Sport dans le bout de Lévis samedi soir, puis il diffusait écoute, moi j'étais à Lévis en fin de semaine pour voir des amis un peu, puis il diffusait la game de la victoire de Montréal contre la Charge d'Ottawa. Puis pour vrai, de voir des vrais uniformes, des vrais logos et des vrais noms d'équipe. Déjà là, c'est déjà un gros W. 2e W, voir la victoire de Montréal déménager de Verdun pour s'en venir à Laval. W. Et finalement, on réussit à faire des remontées de même et à l'emporter en tir de barrage. Moi, je dis, la LPHF, si elle peut continuer ce qu'elle a bâti l'année passée pour amener un bon produit hockey sur la patinoire, moi, je suis 100% là-dedans. Et je me dis, comme Félix l'a dit l'année passée, les chaises de camping sont prêts. Moi, je suis prêt pour les chaises de camping pour la parade l'année prochaine. OK, Minnesota ont gagné l'année passée pour le premier championnat, mais c'est pas grave. 2e année, n'importe quel choix. Cette année. La chaise de camping est prête pour Sainte-Catherine pour la victoire de Montréal à la parade. Et par-dessus tout, ça fait une équipe professionnelle montréalaise dans laquelle on peut se rassembler puis être excité de voir performer tout au long de la saison. On n'est pas encore en mode reconstruction, alors ça va... On peut en profiter, les gars. Profitons-en pendant qu'on a ça. C'est du bon hockey à regarder. Juste avant qu'on passe à Perron d'église, juste une petite mention que les fucking Dodgers de Los Angeles, back at it. Décidé. Là, les gars, pour le vrai, il y a quelque chose qui doit être fait. On peut-tu lancer une campagne, un recours collectif pour instaurer un cap salarial au baseball? Ça peut-tu arriver un jour? Non, mais pop, je sais, c'est les fondations même du sport. Puis les grosses équipes aussi, tout le monde. Non, pas de cap salarial. Mais pas de cap salarial. Et avec un cap salarial, là, Dodgers ne peuvent pas faire toute la bullshit. Puis en plus, toute la calisse histoire de restructuration de contrat. Pop! Combien d'argent est-ce que les Dodgers vont vraiment déverser à Blake Snell et compagnie l'année prochaine? Pour vrai, les Dodgers qui dépensent de l'argent, c'est enrageant. Je peux comprendre, mais en même temps, je me dis, je préfère qu'une équipe dépense tout l'argent du monde qu'ils veulent qu'un fucking propriétaire cheap qui dit qu'il est pauvre et qui n'est pas capable de payer ses joueurs, comme on peut voir à des Cleveland ou whatever. Ça, OK. L'affaire, par exemple, le deferred money, tout l'argent qu'on étale sur plusieurs années, on va devoir faire de quoi? Je peux pas craindre. On peut pas faire de quoi là-dedans. La MLB n'a pas le choix de s'intégrer là-dessus. On vient encore d'aller chercher Blake Snell en faisant une niaiserie de même. On vient aller chercher Tommy Edman en faisant une niaiserie de même. Là, ça va s'arrêter où? T'attends pas avec si on va chercher Sasaki. Puis on va rentrer Hiroki Sasaki de cette façon-là. One Sodo. Moi, tu vois ce que je me dis? Le plafond salarial dans la MLB, j'y crois pas. Je pense que les joueurs vont être contre. Mais même les joueurs, ils veulent pas. Même les joueurs, ils veulent pas. C'est ça. Les joueurs veulent pas, puis je pense que les propriétaires qui vont s'opposer aussi, c'est les Dodgers et tous les Yankees.
Mais l'affaire que je me demande, par exemple, est-ce qu'on pourrait mettre un plafond sur l'argent différé? Mettre un petit peu comme, mettons, c'est 5% de ta masse salariale peut être différée ou quelque chose comme ça. J'ai pas c'est quelque chose comme ça, mais de mettre un plafond là-dessus. Parce que là, ce que les Dodgers font en ce moment, c'est simple. On paye des gars à long terme, mais vu que ces gars-là ont de l'argent différé, leur impact sur la taxe de luxe s'est diminué. Fait qu'on peut signer plus de joueurs sans avoir de conséquences. Puis, écoute, je ne blâme pas les Dodgers. On utilise un mécanisme qui est légal. Puis, l'argent différé, les Dodgers n'ont pas inventé ça. Le Bobby Bonilla, puis Ken Griffey. Puis, c'est là depuis toujours. C'est ça. C'est là depuis toujours, l'argent différé. Mais ça, là, il y a peut-être un abus en ce moment. Puis, les Dodgers ont Shohei Ohtani a parti quelque chose. Hein. Faut dire, on parle beaucoup des Dodgers, mais Shohei Ohtani pouvait se le permettre à cause de ses commanditaires, puis on se dit, OK, tu sais, Shohei, c'est un cas particulier, ça n'arrivera pas pour tout le monde. C'est en train d'arriver avec pas mal de monde, là. Ça fait beaucoup de gars qui font ça. Puis je me demande si faut un plafond salarial là-dessus, ça pourrait aider, mais parce que là, clairement, il y en a qui parlent que ça diminue l'intégrité du sport, puis encore là, comme je dis, je ne blâme pas les Dodgers, mais oui, c'est sûr que ça devient frustrant pour les autres équipes, puis de voir les Dodgers signer tout le monde comme ça. Puis en même temps, tu sais, tant mieux pour les fans des Dodgers, man, tu sais, ils ont des propriétaires qui sont prêts à investir, puis qui sont prêts à payer, puis ben, ça a donné un beau championnat cette année, puis mais c'est aux autres équipes de step up aussi, tu sais, il n'y a pas juste les Dodgers qui ont le droit d'argent différé, là. Fait que c'est aux autres équipes d'essayer d'utiliser ce mécanisme-là aussi, mais ouais, mais ils n'ont pas le facteur Los Angeles, mettons. Exact. Puis, peut-être que les Yankees pourraient le faire, peut-être que Boston, peut-être même Toronto. Je veux dire, Toronto a énormément d'argent, puis je pense pas que cette équipe-là va être à vendre bientôt, parce que il y a ça aussi, quand tu mets de l'argent différé, ben, ça fait en sorte que de vendre l'équipe, ça devient plus difficile. Dans 10 ans, payer les Shohei Ohtani 60 millions par année pour qu'ils ne jouent plus, 68 millions par année pour qu'ils ne jouent plus, ce sera pas le fun. Puis c'est sûr que ceux qui veulent acheter l'équipe, ben, ça les incitera pas à vouloir le faire, mais c'est pour des équipes que ça ne se fera pas vendre, ben ça devient une idée intéressante de penser à faire ça. Puis tant que la MLB ne fait rien, ben ils vont continuer à en profiter. C'est aussi simple que ça. Puis je ne serais même pas surpris que quand on va dû à payer Shohei Ohtani après sa retraite, le fameux 68 millions par année, check bien la MLB intervenir puis sortir les Dodgers de leur bullshit puis les aider à ce point-là. Je suis tanné. Je fais juste un plafond sur le deferred money puis un plancher salarial pour le baseball majeur. Ouais. C'est juste ça qu'on demande, mais un plancher salarial. C'est juste, tu sais, plafond, ok, c'est correct. Pas besoin, un plancher. Juste pour que les cheap-ass propriétaires, les Guardians puis les Aces de ce monde, puis les Rays en même temps, là. Non, sortez l'argent, atteignez un minimum. That's it. Après ça. Définitivement. Les boys, vous savez quelle heure? Il est l'heure du... Et c'est sur une drôle de connexion Internet qu'on se transporte vers le perron d'église. Alors, perron d'église, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, chaque semaine sur les réseaux sociaux, on vous envoie l'invitation d'interagir avec nous. Posez une question, donnez-nous quelque chose d'un petit peu controversé. On va lire, on va réagir. Cette semaine, Pop, qu'est-ce qu'on a? Excuse. Ben, en fait, cette semaine, ça a vraiment été une drôle de semaine parce que, tu sais, on parlait de Daniel Jones qui a été libéré. Finalement, on a pris une entente à l'amiable pour qu'on soit libéré de Daniel Jones et les Giants. Et là, finalement, Daniel Jones a finalement signé avec le practice squad, je pense, des Vikings du Minnesota. Puis, il y a un highlight cette semaine que Félix a mis sur nos réseaux sociaux puis qu'on a trouvé ça vraiment rigolo. C'était Daniel Jones puis Sam Darnold, nouveau coéquipier, qui participait à un match de poche. Puis que j'étais genre, OK, ces deux gars-là vont jamais battre les allégations que pour eux, le ketchup, c'est épicé. Tu sais, tu peux pas avoir plus blanc que blanc là, de ce côté-là. Puis, ça nous a fait... le producer Ali nous avait amené une question justement par rapport à ça, puis en nous demandant, ce serait qui votre duo de rêve pour jouer aux poches? Dans le man,
Parce qu'on en a eu quand même quelques-uns dans les dernières années au golf avec les fameux matchs spéciaux, là, des Patrick Mahomes qui joue avec Travis Kelce, des Charles Barkley. Il y en a une couple de ça, des Tom Brady avec Gronk et tout. Le plus. Ah, mon Dieu, au drive pour ça. Écoute, j'essaie de penser à mes critères pour ça. Je pense que j'irais avec deux gars de drôles. Je pense que je voudrais quand même je veux des gars qui prennent pas trop ça au sérieux, ou peut-être un qui aime de te prendre au sérieux, puis un qui trouve ça moins drôle, qui trouve ça plus drôle. Beaucoup trop ça au sérieux. Un qui prend beaucoup trop ça au sérieux. Ok, gars, moi je veux George Kittle. D'une façon ou d'une autre, je veux George Kittle. Puis avec qui. Ben, tu sais quoi? Christian McCaffrey et George Kittle, pour moi, ça pourrait être pas pire parce que t'en as un qui est tellement sérieux que j'ai jamais eu d'émotion de sa vie, qui est possiblement un robot, Christian McCaffrey. Mais, puis tu sais, t'as George Kittle qui est peut-être la définition du gros fun. Puis, tu vois, j'ai même en donné un deuxième. Un peu dans le même principe. Honnêtement, Nick Suzuki et Cole Caulfield, ça pourrait être vraiment nice. Et Caden Goulet, Uri Slavkovski. À Montréal, c'est parce que je connais plus les personnalités de ces gars-là, là, mais tu sais, Slav et Caulfield, c'est tellement des gars qui ont des grosses personnalités, puis Goulet, Suzuki, ça devrait aussi excitant qu'une planche de bois. Fait que tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis que ça peut faire surtout que les gars, c'est des bons chums. Pour moi, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Je pense que c'est peut-être une bonne base. Fantastique. Pour moi, les gars, je vais y aller avec. On parlait d'hommes blancs, on parlait de trucs, on va pas trop se mouiller. J'ai décidé d'y aller avec deux personnalités quand même relevées. L'une d'entre elles, on va la connaître pour avoir été l'un des grands corps arrière de l'histoire de la NFL. Et j'ai nommé Joe Namath parce qu'on va y aller avec quelqu'un d'ancien, quelqu'un qui était du style comme un Johnny Football, avant Johnny Football lui-même, qui était là pour les good looks, mais c'était quelqu'un qui savait jouer au football. Vous savez quoi? Le jeu de la poche, il faut lancer quelque chose sur une cible. Il est bon pour ça. Maintenant, mon prochain choix, vous le connaissez peut-être pas de son nom, mais vous connaissez peut-être pour une phrase très iconique qui circule encore sur les internets aujourd'hui. Et j'ai nommé légende du bowling, Pete Weber. Auteur de la célèbre phrase « Who do you think you are? I am ». On veut un jeu pour des vieilles personnes, un jeu pour qui Pop a dit « Le ketchup est trop épicé ». Nommez-moi Pete Weber sur mon équipe d'étoiles. Wow! Ah, mais je vais juste imaginer. Je regarde Félix et je me dis, juste voir Uri Slavkovski être complètement perdu puis pas savoir. Parce que je suis pas sûr que la Slovaquie, ça joue aux poches. Merde! Tu sais, moi j'avais vu une entrevue genre sur les réseaux sociaux du Canadien, puis je pense que ça parlait de l'album Brad de Charlie XCX. Ouais. Il y avait genre Uri Slavkovski qui était genre, c'est qui ça, Charlie XCX? J'en fais, oh my god! Tu sais, ce gars-là, genre, tu sais, c'est correct. Tu n'es pas obligé d'avoir les référents nord-américains, puis c'est bien correct, tu peux avoir des références. Mais tu sais, c'est juste voir Uri Slavkovski complètement perdu, puis qui essaie de. Puis tu sais, juste avec sa façon de répondre, puis juste sa façon de s'exprimer, c'est tellement gold. Ouais. C'est tellement hilarant. Fait que moi, j'imagine juste Uri Slavkovski jouer aux poches puis avoir aucune idée de ce qu'il fait. Ça serait incroyable. Bob, qui complète ton équipe de lancer de poche? OK. Moi, je veux du monde il clone Slav puis il le remet encore. Il clone Slav puis il le remet une autre fois. Non. Je prends pas des joueurs. Je reste dans le domaine sportif, mais je reste plus dans le côté médiatique de la chose. Moi, je veux un match 4 contre 4 entre NBA on TNT contre les boys de First Take. Shaq contre Stephen A, contre Kendrick Perkins, contre Charles Barkley, Ernie Johnson, qui est l'homme blanc le plus afro-américain de l'histoire de l'humanité. Puis tu rajoutes genre Jalen Rose, peut-être même Skip Bayless, à la limite, juste pour le ramener. Match 4 contre 4, NBA on TNT contre First Take d'ESPN. Ça serait excellent. Ça serait de la merveilleuse TV. Je serais prêt à payer de l'argent pour voir ça. Ça serait quelque chose. Moi, je paye des billets front court. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Puis tu sais, ça brise tellement les stéréotypes parce que tu sais, oui, les poches puis les fers à cheval, c'est des loisirs stéréotypiquement de blancs. Puis genre, juste voir des Afro-Américains, genre juste
trash talk each other, puis de genre d'être super compétitif dans un jeu de poche, ça serait merveilleux. 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 Avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, on a aussi, bien sûr, le segment du joueur de la semaine à deviner. Alors, le joueur cette semaine, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, on avait les indices pour vous. Donc, bien sûr, un joueur, parce que c'est quand même le thème de la triple menace, c'est de parler de sport, qui a porté les couleurs des Coyotes. Arizona, Phoenix, comme vous voulez appeler ça. Peut-être même les Jets de Winnipeg à une certaine limite, si ça vous tente. De 2016 à 2018. Après ça, a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago de 2018 à 2022. Et ce qui n'était pas vraiment les années très glorieuses des Blackhawks, alors on peut confirmer que oui, il était en effet aux côtés de Jonathan Toews. Qui sait, peut-être que c'est à cause de lui que Jonathan Toews a décidé de poursuivre la médecine indienne vieille de 1500 ans. Aaron Rodgers a suivi. Depuis 2022, ce joueur porte les couleurs des Capitals de Washington et probablement la meilleure chose qui a pu arriver à Alexander Ovechkin depuis Niklas Bäckström. Assez ironique, il est le meilleur passeur de l'équipe, le meilleur pointeur et qui l'eût cru que finalement, à ce qui est sa 8e saison dans la Ligue nationale de hockey, est finalement un joueur d'un point par match. C'est pourquoi il a été repêché avec les Coyotes et échangé aux Blackhawks. Et j'ai nommé Dylan Strome, mesdames et messieurs, qui... Légende des Otters derrière Dylan Strome. Ben vraiment, je veux dire, certains oublieront que c'était quand même le gars qui jouait aux côtés de McDavid, qui a eu un début de carrière assez rock'n'roll, soit dit en passant, puis de le voir aujourd'hui. C'est l'une des belles histoires dans la Ligue nationale de hockey. Je dirais pas nécessairement récipiendaire d'un Masterton, parce qu'on va au-delà des performances pour ce trophée-là. Mais s'il y avait un trophée de la sorte, du style le joueur qui s'est le plus amélioré ou comeback par ses performances, Dylan Strome gagnerait mon vote. Je pense que. Puis d'aplomb, même. Hey, écoute, je regarde ça. Dylan Strome, il a 34 points en 24 games. C'est une saison de 82 games, ça donne quoi, ça? Ça donne 116 points. 116 points sur une saison de 82 games. Wow. Puis écoute, le seul qui pourrait faire compétition, c'est Martin Necas, là, qui est sur une saison qui n'a aucun maudit bon sens en Caroline. Là. Ouais. Puis évidemment, personne n'a réussi à tenter un échange pour aller chercher Martin Necas. Fait que, évidemment, Caroline, qui était déjà assez fort de même, ils ont décidé, non, c'est quoi? On va te garder. Puis finalement, c'est quasiment le MVP de la saison. Fuck off. Fuck off. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on avait pour vous à la triple menace cette semaine. Sur les radars cette semaine, il va y avoir du dog bon football à regarder. On vous invite aussi à regarder tout ce qui est LPHF. Vraiment, c'est une belle ligue. Puis si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir regarder un de ces matchs-là en personne, ça vaut vraiment la peine. À la télévision, vous ne regretterez pas. Encore une fois, du hockey qui est signifié à Montréal, on en veut, puis on peut avoir ça avec la LPHF. D'ici là, on continue à suivre ce qui va se passer dans la Ligue nationale de hockey, dans la NBA, ainsi que dans la NFL, alors qu'on s'approche de cette fin de saison qui s'avère être assez chaotique. Je vous souhaite... Mais est-ce que je peux faire une petite parenthèse aussi par rapport au hockey à surveiller? Amuse-toi. Le plus gros drama de la saison depuis le début de la Ligue nationale de hockey sera connu mercredi. Ah oui, c'est vrai. C'est mercredi, c'est mercredi qu'on va savoir enfin qui va faire les alignements des 4 équipes internationales pour la Coupe des 4 Nations. Vrai. Pour vrai, j'écoutais Elliot Friedman puis son podcast avec Jeff Okaskis, puis il essayait de faire les 4 alignements. Et pour vrai, il y a genre 1 million de possibilités. Pour vrai, ça va être incroyable. Ça va tellement du drama, puis j'ai hâte de voir sur Internet quand Tom Wilson va être amené dans cette équipe-là, comment tout le monde va perdre la tête. Avant qu'on finisse, pour revenir un peu sur ce sujet-là, moi, les boys, je vous pose une question. Juste un oui ou un non, OK? Est-ce que dans ce tournoi-là, le Canadien va avoir plus qu'un représentant? Non. Je suis même pas sûr que le Canadien va en avoir un. OK. Je vais dire non. OK. Moi, je te dirais que le Canadien va en avoir aucun parce que Caulfield ne le fera pas. C'était juste un oui ou non pas.
C'est un non. Non, ok. Non. Il va en avoir 0 du Canadien. 0. Il y en a 0 du Canadien. Moi, je me mouille. Il y en a 2. Oh. Il va en avoir 2. Oh. J'ai hâte de voir ça. Faut que je me mouille en les nommant. Vas-y donc. Samuel Montembeault. Oh, Mon deuxième, c'est un gros hot take. Patrick Laine. Joel Armia? Non, Patrick Laine. Ah, Patrick. Yoel Armia. Non, mais Yoel Armia, c'est pas fou. C'est pas fou, Yoel Armia. Yoel Armia a vraiment un argument qui pourrait se ramasser là. C'est pas une joke. Il y a du succès au niveau international depuis des années et tout. Puis, son début de saison est tellement rough. Mais tu sais quoi? Moi, je pense qu'on va peut-être se dire, Gavin, on a besoin d'un autre attaquant offensif pour la Finlande. Prends une chance avec Patrick Laine. PDK, ce sera ton 13e attaquant, mais parce que le tournoi est dans 2 mois et demi à peu près. Là. Fait que faut que tu prennes des décisions en fonction de ce qui pourrait se passer dans les 2 prochains mois. Si Patrick Laine trouve son rythme d'ici 2 mois à Montréal, tu vas être content. Pas à peu près de l'avoir choisi dans cette équipe-là. Puis c'est pour ça que je me dis, je pense qu'on va peut-être prendre une chance avec Patrick. Est-ce que les Canadiens auraient le droit de veto ça? Non. Non. Non, hein? Non, mais je pense pas, là. Non, mais ce que je veux parler justement par souci de santé, comme le gars revient d'une blessure, puis a en effet un certain historique de blessure. Puis, ben, je pense que c'est la Ligue nationale qui. Ouais, mais ça, c'est la Ligue nationale qui parraine cette compétition-là, mais je me demandais justement quelle était. Mais techniquement, ça remplace le match de. En vrai, je ne pourrais pas te dire à 100%, mais je suis pas mal sûr qu'ils n'ont aucun droit de veto là-dessus. Non plus, je pense pas. Puis je veux dire, Laine va vouloir, Laine va absolument vouloir jouer aussi si on a une opportunité. Là. Une opportunité de représenter ton pays, mais, tu le fais. En tout cas, je ferme ma parenthèse sur là-dessus. On se donne des news mercredi. Effectivement, d'ici là, on vous invite sur nos réseaux sociaux, notamment par la page Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission via le perron d'église. Sinon, TikTok, Instagram pour voir nos clips et YouTube pour accéder à nos segments en entier. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace et bon mois de décembre! La Triple Menace.